Allez, 1, 2, 3, 4. Oui, je suis très content d'être venu parce que vous allez probablement pouvoir me conseiller. Je parlais avec des amis niçois récemment et ils me disaient, on est en colère, on va casser la baraque, et ben on va voter Front National. C'est votre colère. Alors, il m'arrive à moi d'être aussi très en colère et d'avoir envie de tout casser. Mais je me demande si je dois voter pour le Front National parce que je suis très européen, en plus j'appartiens à une minorité des Européens qui sont fédéralistes, il paraît qu'il n'y en a qu'1%. Alors un conseil, que dois-je faire quand je suis très en colère? Alors, par-delà l'esprit de votre propos, moi je ne vous dirais pas pour qui il faut voter, c'est pas mon boulot, j'ai jamais fait ça de ma vie. Vous votez pour qui vous voulez, de la façon dont vous voulez, vous votez pas, vous votez à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre, ça ne me concerne pas. Enfin j'en ai une opinion de citoyen, mais elle n'est pas intéressante particulièrement. Si les gens font le choix d'exprimer leur colère plutôt à l'extrême droite que par exemple à gauche, ou en cherchant des solutions du centre qui pousseraient la construction européenne plus loin pour inventer une nouvelle étape démocratique et d'économie libérale. Pourquoi Puisque je pense qu'en fait, après, au bout du compte, c'est ça la question. Ce qui est très clair, c'est qu'il faut bien voir, on a une très mauvaise manie dans le débat public, qui est, parce que c'est pratique, quand on discute, de diviser les choses en petits carrés très pratiques. Et donc, on va dire, effectivement, alors il y a les votes de femmes, ceci, il y a les votes des ouvriers, là, il y a les votes des musulmans, etc. En fait, quand on va dans l'isoloir, vous serez d'accord avec moi que vous pouvez être une femme ouvrière musulmane de 43 ans, etc., etc. Il y a une multitude de choses qui se joignent. Et dans la représentation des gens, il y a une multitude de choses qui se rejoignent également. Ça, je vous disais, la question de l'immigration, le mot, il faut bien voir, qui représente une foultitude de choses pour la plupart de nos compatriotes. Un exemple très simple. Avec les cartes, on peut voir ça de manière simple avec les cartes et les stats. On avait fait avec mon camarade Jérôme Fourquet, qui est le directeur du département opinion de l'IFOP, une étude sur la ville de Perpignan, après le municipal, pour deux raisons. Petit A, c'était la seule ville de plus de 100 000 habitants où le Front National est arrivé en tête au premier tour. Et petit B, j'en suis, donc ça me faisait très plaisir. Or, ce qui était intéressant, on avait d'une part retourné toute la liste électorale, avec, vous savez, ces systèmes de corpus ethnonomastique, c'est les femmes, ce qui est déformé dans le débat public par les questions des prénoms musulmans. Bon, en fait, c'est un peu plus subtil que ça, si on veut faire la méthode proprement. Mais il y a des méthodes qu'on peut faire proprement là-dessus, en faisant des corpus, effectivement, et on avait ciblé comme ça les populations sur la carte de la ville pour comprendre pourquoi celle-là. Et en même temps, j'avais récupéré le fichier du Front National pour voir où étaient les adhérents du FN et comment ça pouvait faire des effets de halo par l'implantation militante. Mais ce qui était vachement intéressant, c'était qu'on voyait, par exemple, le quartier du Vernet, vous êtes sur un quartier où votre revenu moyen est inférieur à 600 €, de gros problèmes de sécurité, etc. Et donc un très beau score frontiste. Mais on voit bien la structure du quartier avec des blocs entiers de bâtiments où effectivement vous êtes sur des présences de populations soit gitanes, soit issues de l'immigration arabo-musulmane. En face des petits pavillons, vous traversez l'avenue, le Front National prend 25 points. Très clairement sur les bureaux de vote. Et donc on avait cherché à croiser comme ça les choses. On est allé voir aussi le prix du foncier dans les agences immobilières et on s'était rendu compte à quel point notre construction du vote, elle était très complexe. Très complexe parce que c'est toutes ces représentations du réel qui s'entrechoquent pour les gens. C'est que l'immigration est vécue effectivement comme une concurrence sociale, comme une concurrence culturelle, comme une concurrence sécuritaire et comme une concurrence ethnique. Parce que bien évidemment dans ces bureaux de vote de zones entièrement peuplé de populations originaires du monde arabo-musulman, si c'était que les questions de sécurité qui faisaient voter Front National, par exemple, vous auriez un sacré vote FN sur ces bureaux de vote de ces quartiers-là. Donc, c'est pas le cas. Donc, on a un enjeu de représentation autour de l'immigration qui est la question absolument essentielle. Et avec les vieux ressorts du national-populisme tel qu'il sort du 19e siècle. Parce que vous me dites, cher monsieur, que vous êtes fédéraliste européen. J'imagine que le thème du sauveur, c'est pas trop votre trip. Que César,
normalement, enfin, c'est pas en général, la plupart, je parlais tout à l'heure de l'extrême droite radicale très europhile, mais en général, quand on est fédéraliste européen, on est plus d'humeur démocrate chrétienne. Et ça, c'est un ressort qui sans doute ne vous parle guère, mais qui parle à énormément de gens. Les balayer tous, les renvoyer tous, que ce soit les immigrés ou les hommes politiques. Vous savez, quand le Front National de l'époque, Bruno Maigret, faisait une affiche « Quand nous arriverons, ils partiront », c'était très ambigu, parce qu'il y avait un avion qui décollait, et lors de la conférence de presse, il avait dit « c'est à propos des hommes politiques corrompus ». Mais moi, je ne suis pas bien certain que les gens qui voyaient cette affiche collée sur les murs dans les années 90 pensaient aux hommes politiques. À mon avis, ce qu'ils pensaient, c'était aux immigrés dans les avions. Quand ils arriveront, ils partiront, effectivement, qu'il y a quelque chose de fort. Et alors, en même temps, ça nous amène à des questions qui sont très délicates pour le Front National. C'est qu'on a vu en même temps sur ces études-là, sur la question du vote, en acceptant ce jeu des statistiques qu'on appelle ethniques, mais parce qu'à un moment, il faut arrêter de se planquer derrière son petit doigt, il faut aller chercher les choses, pour essayer de comprendre, c'est qu'effectivement, un candidat Front National, sur ces quartiers avec des populations originaires du monde arabo-musulman, vous avez une surmobilisation qui est extrêmement forte face à ces candidats-là. Qui fait que c'est un des enjeux aujourd'hui de Marine Le Pen, qui vous explique pourquoi il y a 15 jours, elle vous dit oui, bon, l'islamisme c'est pas bien, mais l'islam c'est pas grave, etc. L'islamophobe entendra que de toute façon l'islam et les islamistes pour eux ce sera la même chose, mais elle a bien besoin de faire ce discours-là aussi, parce qu'aujourd'hui c'est un problème du FN, pas tant d'attirer le vote des Français d'origine musulmane, que d'arriver à défaire cette mobilisation contre lui. Et ça c'est aujourd'hui un vrai problème. Mais donc voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais bon, Deuxième question là-bas. je vais peut-être garder celui-là, comme ça vous n'aurez pas à vous embêter à chaque fois. Ah, bah, je vais prendre celui-ci. Non, mais prenez celui-là. Oui, Comme ça, je ne pas oui, celui-ci. celui-là, bien sûr. S'il te plaît, ne vous embêtez pas. Merci. Je voudrais vous parler d'Allemagne et d'Italie. En Allemagne, on sait, vous avez parlé donc des femmes comme variable d'ajustement. En Allemagne, c'est bien plus grave, puisqu'il y a une étude de Mme Lucci-Kreuzberg a montré que la moitié des femmes en Allemagne étaient contraintes de travailler à moins de 70 heures par mois, ou à plus de 70 heures par mois, c'est-à-dire que la moitié des femmes allemandes pourraient s'inscrire au chômage en catégorie B et C. Et le Alternative für Deutschland a du succès auprès des femmes, puisque même leur leader est féminin. Alors, ça c'est ma première question. Donc, est-ce que vraiment il y a un problème du côté immigré en Allemagne, parce que les femmes ne peuvent pas accéder au travail tel qu'elles le souhaiteraient? Et pour l'Italie, juste, est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe avec Pepe Grillo et son mouvement, puisque le maire de Rome, apparemment, qui est du mouvement 5 étoiles, est plus ou moins contesté et peu efficace? Alors, sur la question du vote des femmes, moi je trouve que c'est une question très intéressante. Le vote des femmes, je suis d'accord avec vous. Il faut bien voir, le vote des femmes en France, il est intéressant parce que c'est un vote conservateur à la base. Vous savez que c'était l'argument pour pas donner le droit de vote aux femmes, c'est que si on donne le droit de vote aux femmes, elles voteront comme disait le curé est contre la République, etc. C'était l'argument classique avant le droit de vote des femmes. Il s'avère que jusqu'en 1988, les femmes ont effectivement un vote plus conservateur, nettement plus à droite. Si vous prenez la présidentielle de 1965 entre François Mitterrand et Charles de Gaulle, s'il n'y avait que les hommes qui votaient, Mitterrand était président de la République. Dans le vote masculin, il gagnait. Donc, il faut attendre 1988 pour qu'on ait un vote qui se normalise entre les deux, avec donc cette exception qui va rester, qui va être par contre une bien moins grande attirance pour l'extrême droite. Les femmes votent à droite, mais pas à l'extrême droite. Ce qui va être vraiment des très gros soucis de Jean-Marie Le Pen. Et vraiment, c'est très très net pour lui, à toutes ces présidentielles, c'est un problème majeur. Et le fait aujourd'hui de mettre des femmes, ce phénomène-là, je vous parle de la France, mais on appelle ça le gender gap, parce que c'est un phénomène qu'effectivement on trouve dans de très nombreux pays de femmes qui effectivement n'allaient pas s'aligner sur les partis d'extrême droite. Donc effectivement, ils ont bien compris depuis quelques années, tous, en s'observant les uns les autres, les gens n'étant pas des imbéciles, qu'il y avait deux pistes majeures. La piste néopopuliste, les femmes sont victimes arabo-musulmans, etc. Les autocollants du bloc identitaire, bien avant que le Front National soit capable de pleinement reprendre les choses, qui disaient, c'était très bien fait avec le jeu d'allitération, ni violer ni voiler.
Alors ni violé ni voilé, sous-entendu c'était violé, c'était voilé, c'est toujours à cause des mêmes. Hein. Donc cette ligne-là, qui est une très bonne ligne de pénétration de l'électorat, et de l'autre côté, évidemment, la présence de femmes directement, qui est aussi une chose très claire, avec aussi cette qualité-là, c'est que si vous allez en meeting écouter Marine Le Pen, je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis allé diverses fois à l'écouter, cette femme, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans son discours, elle parle, et autant il faut lui reconnaître cette qualité, je crois, d'avoir une discrétion sur sa famille, elle ne pose pas avec ses enfants, je veux dire, devant pareil match, c'est vrai que c'est un truc qu'elle ne fait pas, mais par contre, dans les meetings, ça lui arrive de dire, moi je sais, quand j'amenais ma gamine à un instituteur, à la maternelle, il se passait ceci. Et c'est une des rares personnes, surtout à ce niveau de la vie politique, quelqu'un qui vise le second tour, qui est capable d'avoir cette incarnation dans le réel, cette incarnation aussi dans la question de la famille, parce que c'est vrai qu'effectivement, je ne sais pas si Nicolas Sarkozy, François Hollande ont déposé un jour leur gamin à l'école, en parlant avec l'institut, etc. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler, ou s'il y a quelqu'un qui le fait pour eux, j'en sais rien, je n'ai pas d'avis, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que vous pouvez vous projeter tout de même assez facilement, parce que, y compris dans ces meetings, ces tout petits morceaux-là de vie font que vous avez face à vous une personne concrète, et dont vous vous dites, bah, effectivement, déposer ses gamins à l'école le matin, et les expédier, etc., c'est mes problèmes de vie quotidienne, sur lesquels d'un coup la seule dont elle parle, alors que c'est vrai que souvent les gens ont l'impression qu'on n'en parle pas. Et la mère de Rome? La mère de Rome, alors sincèrement, j'ai très peu suivi, je suis par la presse comme vous, hein, mais je n'ai pas plus d'infos, parce que j'ai lu dans la presse ces derniers mois, donc je ne me permettrai pas d'avoir un avis, puisqu'il ne serait point éclairé. Moi, je voulais vous demander comment ça se fait qu'en 2016, on ait encore un discours aussi, disons, électoraliste sur l'extrême droite, alors qu'en fait, ce qui est peut-être important, c'est la vision qu'a l'extrême droite de l'argent ou de la modernité. Je pense à René Guénon. Vous avez cité Evola. Il faut se rappeler aussi que Evola a été un peu... peut-être pas le précurseur, mais disons, il a joué un rôle dans la contre-culture dans les années 70. Donc il y a tout ça qui me semble beaucoup plus important, notamment pour ce qui va arriver dans les mois et les années à venir, que des questions, le Front National est à X%, ou dans tel quartier, les hommes, les femmes, tout ça. Je crois que c'est totalement dérisoire par rapport à ce qui peut se passer. J'aime bien Julius Evola, je ne sais pas si quand même le vote de nos concitoyens est moins important que Julius Evola. Mais vous dites quelque chose qui est en tous les cas tout à fait important, qui est effectivement la question de la culture et la façon dont l'extrême droite a su investir non seulement les contre-cultures, mais aussi les pop-cultures, et aussi ce qui est devenu le mainstream aujourd'hui, Internet. Il y a un bon bouquin sur la fachosphère qui est sorti la semaine dernière que je vous conseille pour ceux que ça intéresserait. Ça, il faut bien voir, c'est la question centrale sur ceux qui perdent la guerre d'Algérie. Après la perte définitive du combat, hein, après les derniers feux de l'OAS, dès le départ, on parle souvent de la stratégie donc, culturelle de la nouvelle droite, mais il faut bien voir qu'en fait, dès les années 50, ça commence en Allemagne avec la revue Nation Europa, etc. En Autriche, il va y avoir aussi les bouquins de Landig, etc. Il y a des replis comme ça sur la question culturelle, et en France, chez les anciens ultras de l'Algérie française, en particulier bien évidemment la question de Dominique Vénère, vous avez un texte de Vénère de 62 qui dit c'est plié, c'est fini, la question de l'Algérie, c'est plié, c'est fini au niveau électoral, le combat aujourd'hui, c'est les mots. Il faut qu'on investisse le vocabulaire. Il faut imposer notre vocabulaire. Et il n'y a plus que comme ça qu'on se reconstruira. Et on est au début des années 60, le raisonnement est bien posé, le raisonnement est intelligent. Ça rentre en écho ensuite avec ce qui est un phénomène mondial à partir de 72, qui va être la droitisation. La droitisation sur les questions culturelles, c'est pas effectivement le succès de tel bouquin ou tel bouquin. Si on regarde structurellement, ce qui se passe dans le monde depuis 72, dans le monde occidental, c'est d'une part une baisse de l'état social, sur l'État, les fonctions de l'État. D'un autre côté, on voit bien que partout se démonétisent ce qu'on pourrait appeler les valeurs de l'humanisme égalitaire. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on a qui monte, c'est l'état pénal et l'ethnicisation
des questions sociales dans les représentations. On passe d'état social à état pénal, on passe d'humanisme égalitaire à ethnicisation des questions sociales. On voit aujourd'hui, on en est dans ce mouvement de droitisation, vous avez ce que des politistes ont appelé les démocraties libérales en Pologne, en Hongrie, le cas de la Russie, la Turquie qui est sur une voie qui paraît délicate et complexe, mais qui a à voir aussi avec ces choses-là. Nous avons sur la façade atlantique, bien évidemment, chez nous, Marine Le Pen, en face, Trump, etc. Ce phénomène de droitisation est un phénomène structurel profond, qui est également lié à ce grand choc qui va être long à comprendre pour les populations. Mais ce grand choc, avec le premier choc pétrolier, c'est le premier moment où on nous dit la phase où la globalisation, c'était l'occidentalisation du monde, est terminée. Ça y est, c'est fini. Fin du jeu, fin du game. Le choc pétrolier de 72, après la révolution iranienne de 79, c'est vraiment les dates qui marquent le basculement, hein, je veux dire d'une globalisation qui n'est plus une occidentalisation. Et ça, c'est quelque chose sur les effets culturels qui est absolument énorme. Alors bien sûr, bon, les histoires du camp Hobbit en Italie auxquelles vous y référence, etc., tout ça, c'est super intéressant, j'aime bien aussi, mais je pense que ça a moins d'importance, je vous avoue, que ces phénomènes structurels très profonds et qui aujourd'hui, à mon avis, sont en train d'expliquer des mouvements des électorats dans beaucoup de pays. Oui, bonsoir. J'aurais 3 questions à vous poser, mais qui sont liées les unes aux autres. Si on voit un petit peu le contexte actuel dans l'ensemble des démocraties représentatives, c'est que finalement le choix au niveau des formations représentatives, d'une certaine représentativité sur le plan quantitatif, il se limite à une droite de droite, à une droite d'extrême droite et à une gauche de droite. Donc dès lors, en termes d'analyse, on va dire, de la répartition de la population d'électorat, en lieu et place du clivage droite-gauche, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de faire une analyse en termes de tenant de l'autorité, de la verticalité, d'une part, et tenant de l'horizontalité, et on va dire d'une organisation plutôt libertaire aussi bien de la société civile que des institutions. Donc ça, c'est la première question. Il y a celle-ci, donc, est-ce que, si on regarde historiquement les périodes où la gauche a réussi à remporter des victoires, est-ce que ça n'a pas été lié justement à une mobilisation importante du pôle libertaire, égalitaire et fraternitaire de la population? Je pense à 1936, à 1968 et à 1981. Et enfin, par rapport au thème, disons, assez porteur de l'identité nationale, est-ce qu'il ne serait pas opportun qu'il y ait le développement d'une sorte de populisme de gauche qui se fonderait sur le thème, non pas de l'identité nationale, mais plutôt en contrepoint sur le thème de l'identité populaire? Alors, je vais essayer de vous répondre sans rien oublier. Si j'oublie un truc, vous me grondez, d'accord? Ce à quoi faisait référence monsieur, c'est ce que posait la thèse de Karl Popper, il y a de cela longtemps, qui est qu'en fait, la structure de l'histoire politique, c'est l'affrontement entre les partisans de ce que Karl Popper appelait les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. Et effectivement, c'est une question qui se pose et qui est posée régulièrement dans le débat politique, là particulièrement depuis 2 ans. Emmanuel Macron l'a refait entre autres cet été, à dire, bah voilà, il y a les partisans de la société ouverte, en gros, donc ils seraient à peu près sur les perspectives libérales, mais libérales au sens complet du terme. Donc ça veut dire que vous êtes à la fois libéral en économie, mais vous êtes pour le mariage pour tous, parce que vous considérez qu'effectivement les gens sont libres, etc. Et de l'autre côté, les sociétés fermées. Alors, c'était pour expliciter pour tout le monde, hein, le truc. Ce clivage-là, effectivement, on a un certain nombre d'hommes politiques, éditorialistes, etc., qui disent qu'il pourrait remplacer le clivage droite-gauche. Peut-être. La question étant quand même, à mon avis, amplement délicate. Parce que le problème de ce clivage-là, c'est qu'il vous met dans la société ouverte uniquement si vous êtes en accord avec les politiques eurolibérales. Et qu'il vous met dans la société fermée tout ce qui est la gauche radicale. On dira, bah, Jean-Luc Mélenchon, c'est la société fermée. C'est-à-dire, c'est dire au peuple européen, j'entends par peuple les électorats si vous préférez, qu'il n'y a qu'une seule politique économique. Or ça, je crois que ce n'est pas très bon dans une démocratie. Et qu'au contraire, ça vous cristallise
le vote à celui qui est majoritaire dans la société fermée, c'est-à-dire l'extrême droite. Parce que si vous dites aux gens, vous savez, vous avez 8 fois plus de chances de vous suicider cette année si vous travaillez dans le secteur de l'agriculture que dans un autre secteur. Si vous allez voir un brave mec qui travaille dans le secteur agricole, qui en peut plus, qui vous explique, mais avec les quotas de l'Union européenne, tu comprends pas, etc., j'y arrive pas, et vous lui dites, tu sais, il y a le choix qu'entre ça et l'extrême droite, sincèrement, il va voter moi, je préfère qu'il vote à l'extrême droite plutôt qu'il suicide, le brave homme, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même délicat. Donc, j'entends, moi je veux dire, il n'y a pas de souci, on a le droit d'être tout à fait eurolibéral, etc. Mais en tous les cas, redéfinir la vie politique autour de ces enjeux-là, ça veut bien dire, surtout dans notre système institutionnel, qui une fois de plus est très particulier, notre vie institutionnelle est quasi réduite à une élection présidentielle à 2 tours. Ça veut dire qu'on dit clairement, les gars, vous avez le choix entre la Commission de Bruxelles et Marine Le Pen. Moi, sincèrement, quand bien même je serais un partisan de la Commission européenne, ce que je ne suis pas, je pense que quand même, ça serait un pari assez risqué. Voilà, ça serait un pari où on pourrait fortement... je serais Marine Le Pen, je dirais merci, quoi, si on me faisait ça. Parce que ça lui donne un argument central. Alors, il faut que je me rappelle de tout ce que vous m'avez dit, mon cher monsieur. 36, 68, 80... Ouais, 36, voilà, vous mettez le doigt en plus. En même temps, 81, on a un électorat ouvrier qui vote à 75% à gauche. Si 36, si 68, si 81 sont des phénomènes qui comptent dans l'histoire de la gauche, 68, moi j'aime beaucoup Danny Cohn-Bendit, il est charmant. Mais sincèrement, si ça avait été que le quartier latin, s'il n'y a pas une jonction, s'il n'y a pas une jonction à un moment, s'il n'y a pas 10 millions de grévistes à un moment, 68, c'est pas 68. 36, il n'y a pas les ouvriers dans les usines, rien. 75% des ouvriers qui effectivement votent à gauche en 80, c'est d'importance. Aujourd'hui, effectivement, le Front National prenait Parti ouvrier de France. Les moments où la gauche réussit, ça nous amène à votre dernier point, qui est la question du populisme. Qu'est-ce qu'un populisme de gauche, à mon humble avis, par rapport à ce que vous disiez? Et vous voyez que c'est lié à la question institutionnelle. C'est un interclassisme, un populisme. Par définition, ça vous demande de dire à des gens de classes sociales différentes qu'ils peuvent avoir un accord commun. Vous m'avez dit que vous aviez fait des trucs autour d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci nous a expliqué qu'effectivement, pour réussir en politique, il faut créer un bloc historique où différentes catégories sociales qui ont des intérêts divergents vont arriver à s'allier. Bon, donc on a besoin, nous, dans notre système institutionnel, où tout dépend du président de la République élu à 50% plus une voix, si on n'est pas interclassiste à gauche, on est perdu. On est foutu. Ce pays ne peut pas permettre le parti de la classe ouvrière, c'est une gigantesque blague. Tout parti est interclassiste en France ou a vocation à être interclassiste, sinon à participer. S'il tient uniquement un segment, s'il le tient bien, dans ce cas parfait, mais il faut qu'il participe à une coalition où il amène sa dot. Mais sinon, on est par définition interclassiste, ou bien on est balayé, au choix. La question là, sur cette question, Gramsci nous dit un bloc historique et une hégémonie culturelle. Là, la gauche, effectivement, n'a pas construit un bloc interclassiste, elle n'a pas été capable, disons-le, s'il y a des membres du Parti Socialiste qui ne me cassent pas la gueule, hein, mais à la sortie quand même de ce mandat présidentiel, il n'y a ni un bloc construit interclassiste, ni une hégémonie culturelle. Il y a, à mon avis, une hégémonie culturelle favorable à Marine Le Pen. Son problème, qu'on a vu très bien lors des départementales et régionales, où elle ne recueille au second tour sur ses listes FN que 40% des voix des électeurs de l'UMP. Hein, le report est très mauvais. Elle a aussi un score beaucoup plus faible. Plus on monte en revenus, plus ça baisse. Hein. Son problème, c'est de construire le bloc. Aujourd'hui. Son problème aujourd'hui, elle a développé son interclassisme déjà pas mal depuis 2012, mais il faut qu'elle le développe beaucoup plus si elle veut réussir à faire péter la baraque. Dernier point par rapport à ce que vous dites, une fois de plus, l'importance de notre système institutionnel. On voit que là, ça commence à bagayer, parce qu'on dit on est arrivé à une tripartition des voix. Mais ça a donc pris de 1972 à 2015, la tripartition des voix. C'est-à-dire que créer dans un système électoral 2 tours une force capable de faire bouger les choses en politique, c'est extrêmement
complexe, c'est extrêmement délicat. Notre système permet beaucoup moins bien la novation politique que des systèmes comme en ont la plupart de nos voisins, effectivement, avec un seul tour. C'est beaucoup plus délicat pour nous. C'est pour ça que les grands discours sur la recomposition, par exemple, ce qui a l'air d'être le rêve de Manuel Valls, de notoriété publique, d'une rencontre des libéraux de droite et de gauche, etc. Moi, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, hein. Mais avec la façon dont fonctionne le système institutionnel, avec la façon dont fonctionne le système de financement public des partis politiques, parce qu'il y a des histoires de... Il faut toujours s'occuper des sous. Hein. La recomposition de la vie politique française, elle est très délicate à faire. Voilà. Alors, j'ai